Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du webinaire, ça va être vraiment l'épuisement professionnel. Donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, puis on va vous répondre. On va répondre à tous vos questions. Donc, on va commencer tout de suite avec l'agenda pour la présentation. Donc, on va parler du stress lié au travail. Donc, c'est un facteur qui est très important, un sujet qui est très important quand on parle de l'épuisement professionnel. On va définir l'épuisement professionnel ainsi que les symptômes puis les phases. On va parler de comment on peut éviter l'épuisement. Donc, on va vous partager des outils que vous pouvez utiliser. On va discuter aussi de qu'est-ce qu'on peut faire si on a des symptômes ou si on voit que nos collègues de travail ou nos employés ont des signes d'épuisement professionnel. Puis finalement, on va discuter un peu des ressources qui sont disponibles pour vous aider à traverser des périodes difficiles. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Lisa Hébert. Je suis spécialiste en santé mentale chez Dialogue depuis septembre 2020. Et dans mon rôle en tant que spécialiste en santé mentale, j'accompagne vraiment les employés canadiens, canadiennes à faire face à leurs nombreux défis, donc concernant leur santé mentale, que ça soit la dépression, l'anxiété, le stress, puis que ça soit lié au travail, à leur vie personnelle ou plus récemment à la pandémie. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même beaucoup de contenu dans cette présentation-là. Donc, on va premièrement parler du stress. Je pense que ça va être important aussi de voir un peu en général la situation actuelle de la maladie mentale au Canada. Donc, on voit qu'une personne sur 5 va être affectée par la maladie mentale chaque année, puis que les maladies psychologiques sont la cause principale d'invalidité au Canada et que 47% des travailleurs canadiens considèrent que leur travail est la partie la plus stressante de leur vie quotidienne. Donc, toutes ces statistiques-là nous montrent qu'il y a quand même beaucoup de stress qui se vit par les Canadiens, par les travailleurs canadiens. Puis, si on ajoute l'impact que la pandémie a eu, on voit qu'il y a quand même 80% des personnes qui indiquent que la pandémie a un impact négatif sur leur santé mentale et on constate une baisse significative de la santé mentale globale des employés. Donc ça peut être à cause des problèmes financiers, ça peut être aussi à cause des problèmes de relations interpersonnelles. Donc, il y a beaucoup de facteurs de stress qui peuvent jouer un rôle là-dedans, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de stress en général en ce moment. Donc là, on va définir un peu plus le stress. Donc, qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est vraiment un état de tension mentale ou émotionnelle résultant de circonstances défavorables ou très exigeantes. Donc, bien évidemment, dans le contexte de la pandémie, la plupart des gens vont avoir des moments de stress, on va avoir des réactions de stress et d'anxiété à certains moments. Ce qui est important à comprendre, c'est que le stress n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est vraiment une réaction physique, chimique dans le corps qui, pour nous préparer à une situation anormale, pour nous préparer à une situation qui est imprévue ou qui est vraiment hors du commun ou une menace auquel on fait face. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrale de notre existence. Ça nous permet de s'adapter à des différentes situations qui peuvent se passer dans notre vie, comme, disons, des examens, la pandémie, la naissance d'un bébé. Donc, il y a plusieurs moments où on va vivre du stress. Puis je pense quand on parle de l'épuisement professionnel, c'est très important de bien comprendre le stress puis aussi les différentes phases de stress. Donc, il y a 3 phases de stress. La première phase, c'est celui où on va constater beaucoup de changements physiologiques dans le corps. On va voir qu'on a peut-être le cœur qui bat beaucoup plus fort, on a la respiration qui est plus vite, on a les mêmes watts, on sent que nos muscles sont plus tenses. Donc, c'est des choses qui nous aident à nous préparer, ça nous prépare à faire face à une menace. Donc, dans cette phase-là, la phase d'alerte, le corps se prépare.
Dans la deuxième phase, donc la phase de résistance, le corps commence à s'adapter, à gérer, on commence à avoir un peu plus de créativité, on recherche des résolutions aux problèmes. Donc, les niveaux d'hormones de stress vont baisser un peu plus, donc l'adrénaline, la cortisol, on va voir que ces niveaux baissent. Mais si le stress persiste, on va quand même constater de la frustration, de l'irritabilité et peut-être même de la difficulté à se concentrer. Quand le stress persiste, donc ça devient un stress chronique qui est ininterrompu. Donc là, on va voir la troisième phase du stress qui est l'épuisement. Donc dans cette phase-là, le corps ne peut plus s'adapter, peut plus tolérer le stress et devient très, très, très fatigué. Et donc là, on va constater des symptômes d'anxiété, de dépression, d'épuisement. On va même peut-être voir des changements au niveau du système immunitaire. Donc, on peut voir que le stress n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais que le stress dans des situations inappropriées ou un stress qui est prolongé peut avoir des effets quand même néfastes sur notre santé physique, psychologique et comportementale. Donc, c'est important aussi de savoir que chaque personne va présenter des symptômes différents. Donc, c'est important de bien se connaître, d'avoir une bonne idée de comment notre corps, comment le stress se manifeste dans notre corps. Donc, pour certaines personnes, ça va être vraiment au niveau de la digestion, ils vont avoir des maux de ventre. Pour d'autres personnes, ça va être des maux de tête ou même des migraines. Donc, c'est important de bien comprendre, de bien se connaître pour pouvoir s'ajuster et s'adapter face au stress. Donc, si on regarde un peu les facteurs de stress qui sont présents au travail, c'est clair que le premier facteur de stress qu'on va regarder, c'est la surcharge de travail. Donc, dans le contexte de la pandémie, pour la plupart des gens, il y a quand même eu une charge de travail qui a été adaptée, modifiée. Dans beaucoup de cas, il y a des tâches qui se sont ajoutées pour faire face aux nouvelles demandes qui ont été créées par la pandémie. Donc, la surcharge de travail, ça reste quelque chose qui est très, très important. Également, un manque d'autonomie décisionnelle, ça peut devenir un facteur de stress parce que quand on n'a pas nécessairement d'opportunité d'être créatif, d'innover, de travailler nos capacités, de vraiment développer nos capacités aussi, on peut vraiment se désengager. Donc ça devient quelque chose qui est problématique aussi. Si on constate qu'il y a un déséquilibre entre les efforts et la reconnaissance, ça aussi, ça peut devenir problématique. Donc, si on s'applique à 150%, on est présent à chaque jour, on est proactif, on essaye de prendre encore plus de tâches sur nous, de faire encore plus, de soutenir l'équipe, etc., puis que ces efforts-là ne sont pas reconnus, ça peut venir toucher à notre bien-être. C'est clair que les responsabilités qui sont mal définies ou les rôles ambigus, ça aussi, ça vient introduire de l'incertitude. Et il y a déjà beaucoup d'incertitude qui est présent, qui est caractéristique de la pandémie. Donc, c'est clair qu'avoir des rôles puis des responsabilités qui sont mal définies, ça n'aide pas non plus. On doit savoir c'est quoi les attentes, c'est quoi les rôles et les responsabilités de notre poste pour pouvoir les accomplir. En termes de communication, c'est très important d'avoir une communication, donc de communiquer fréquemment, donc avoir une communication qui est efficace et suffisante. Donc, ça veut dire que en tant que gestionnaire, il faut vraiment partager des informations au niveau des opérations, des changements dans la compagnie, essayer de vraiment créer des objectifs, des stratégies, etc. Et c'est important aussi d'avoir des conversations entre les départements, donc beaucoup de collaboration, de travail d'équipe pour éviter des problèmes, éviter un manque de communication qui peut amener des problèmes. Donc, c'est vraiment une question de travailler ensemble, d'avoir beaucoup de communication. Puis, bien évidemment, pour les employés, c'est aussi important d'avoir des moments où ils peuvent donner leur avis, leurs recommandations par rapport au projet, demander de l'aide aussi. Donc, pouvoir quand même avoir accès à leur gestionnaire, ça aussi, c'est très important. Donc, une communication insuffisante peut être un facteur de stress très important au travail.
En termes de climat négatif, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, un climat négatif, ça peut bien évidemment être le fait de ne pas avoir assez de reconnaissance, mais ça peut être aussi un manque de valeur ou peut-être des gestionnaires qui n'adhèrent pas à ces valeurs-là. Ça peut être aussi beaucoup de compétition entre les employés ou beaucoup d'absence ou de retard des employés ou un manque d'engagement en général. Donc, il y a quand même plusieurs aspects qui peuvent contribuer à ça aussi. Et finalement, il y a le manque d'équipement ou de ressources. Donc, ça peut être des formations. On peut manquer de formation, on peut manquer d'informations, on peut manquer d'équipement, donc des outils qu'on a besoin pour bien faire notre travail, pour rester en contact avec notre équipe. Ou ça peut être des ressources aussi de soutien. Donc, avoir des ressources qui sont là pour nous aider à faire face à des défis. Donc, ça peut être notre gestionnaire, le département des ressources humaines, ou ça peut être des services comme Dialogue. Donc, il y a aussi la question des vidéoconférences qu'on va toucher un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est l'épuisement professionnel? Donc, l'épuisement professionnel, c'est un terme, le burn-out, c'est un terme qu'on a vu pour la première fois en 1969. Et dans les années 1970, c'était quand même un terme qui était réservé pour les employés qui étaient dans des secteurs où ils aidaient les autres. Donc, vraiment, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des professeurs. Mais on a constaté dans les années qui ont suivi que l'épuisement professionnel, c'est pas quelque chose qui est vraiment réservé à un domaine ou une profession. C'est quelque chose qui est quand même partagé, qui peut affecter n'importe qui dans n'importe quel domaine. Puis ça peut être n'importe quel âge donc ça dépend pas sur ces facteurs-là. C'est quelque chose qui peut quand même toucher à tout le monde. Donc, l'épuisement professionnel, c'est vraiment un état d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et prolongé. Et donc, quand quelqu'un est vraiment bien un épuisement professionnel, donc on voit une aliénation des activités liées au travail. Donc, ils vont se distancier beaucoup du travail puis de leurs tâches. Ils sont moins engagés. Il y a une performance réduite, donc professionnellement et dans d'autres sphères de la vie. Donc, c'est pas juste au travail, mais on va également constater une performance, une réduction dans leur performance, même à la maison, ou des problèmes dans leurs relations interpersonnelles à l'extérieur du travail. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que l'épuisement professionnel, ce n'est pas un problème qui est individuel. C'est vraiment dans l'interaction entre l'individu et les structures qui l'entourent. Donc, souvent, on va voir quelqu'un sur la plateforme qui consulte pour un épuisement professionnel et ils vont s'en vouloir, ils ont beaucoup de culpabilité, ils ont de la difficulté à accepter leurs émotions, ils pensent que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait, donc quelque chose qu'ils ont eu tort, où ils sont faibles, mais c'est pas une faiblesse, c'est pas un défaut, c'est vraiment l'interaction entre l'individu et les structures, donc le travail qui va créer ce type d'environnement-là. Donc, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce que certaines personnes sont plus susceptibles à vivre un épuisement professionnel? Puis la réponse, c'est oui. Donc, il y a certaines caractéristiques ou habitudes qui vont augmenter nos chances de vivre un épuisement professionnel. Donc, parmi ces facteurs-là, on va avoir un manque d'estime de soi. Donc, on peut constater quelqu'un qui ne croit pas beaucoup dans leurs capacités. Ils ont un discours interne qui est quand même très négatif. On va également regarder les limites parce que si on a de la difficulté à fixer des limites, c'est quelque chose qui va énormément affecter notre capacité à limiter le stress qu'on va vivre. Donc, les limites personnelles, ils sont là pour nous protéger, pour indiquer
aux autres, comment ils peuvent nous traiter, qu'est-ce qu'on va accepter, qu'est-ce qui est un comportement acceptable pour nous, puis aussi d'identifier les limites qu'on a pour nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on va se traiter? Donc, c'est très important de prioriser sa santé mentale, sa santé physique, son bien-être avec ses limites. Donc, il faut identifier, nommer et défendre ses limites. On doit se dire que je vaux la peine, je suis une priorité et donc je dois mettre des limites pour me protéger. Un autre facteur de risque, c'est vraiment d'avoir des grandes attentes envers vous-même. Donc, il faut se demander, est-ce que les attentes que j'ai envers moi-même, est-ce qu'ils sont raisonnables? Est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce que je me demande trop? Puis c'est vraiment d'être flexible. On vit un moment qui est difficile. Il y a beaucoup de différents enjeux. Il y a beaucoup de nouveaux défis. Donc, il faut être flexible. Puis, il faut se montrer énormément d'autocompassion en ce moment. Pour ceux qui ont beaucoup de responsabilités en dehors du travail, ça va être aussi quelque chose qui va peut-être augmenter la chance de vivre un épuisement professionnel parce que, je prends l'exemple des parents. Ben pour les parents, ils ont vraiment deux responsabilités très lourdes en ce moment, les responsabilités professionnelles au travail, puis les responsabilités familiales avec les enfants. Donc, s'ils travaillent de la maison, ces deux responsabilités, ils vont se mélanger. Si les enfants vont faire l'école à la maison, c'est sûr qu'ils vont être là pour les supporter. Donc, c'est encore plus difficile à faire leur travail. Donc là, on va voir que ça prend énormément d'énergie, de temps. Et donc, ça peut devenir quand même très lourd pour les parents. On constate également qu'un déséquilibre entre le travail et la vie personnelle, c'est quelque chose qui peut être un facteur de risque. Donc, si on n'a pas d'activité, on n'a pas de loisirs, on n'a pas autre chose à part le travail, sur quoi se focuser, c'est quelque chose qui peut venir jouer contre nous. Donc, c'est très important d'avoir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Puis là, en pandémie, on travaille beaucoup de la maison. Donc, le télétravail, c'est devenu quand même la norme dans plusieurs compagnies. Et donc, c'est très important d'essayer de mettre en place des stratégies pour renforcer cette séparation. Donc, on n'a pas nécessairement cette séparation physique. Pour ceux qui ont un bureau, c'est déjà mieux, ils peuvent fermer la porte. Mais pour la plupart des gens, ils n'ont pas de chambre fermée, ils n'ont pas espace vraiment réservé au travail. Donc, ils doivent vraiment créer des stratégies comme une routine matinale pour renforcer, pour créer des coupures dans la journée. Donc, une routine matinale, une séparation psychologique après le travail, donc faire, disons, une marche de 15 minutes, ainsi qu'une routine du soir, donc qui est relaxante, quelque chose qui va venir nous aider à gérer le stress qu'on a vécu pendant la journée. Donc, peut-être une méditation, la journalisation, et on peut prendre un bain chaud. Donc, des choses qui vont venir nous aider à nous détendre, puis encore renforcer cette séparation entre la vie puis le travail. Pour ceux qui font preuve de perfectionnisme dans tous les aspects de leur travail, quelles que soient les priorités, c'est clair qu'on n'a pas un temps et une énergie infinie. On doit vraiment utiliser notre temps et notre énergie d'une façon efficace. Donc, si on essaye de tout faire nous-mêmes, si on est perfectionniste, on veut tout faire à 150%, ben c'est clair qu'au final, on va peut-être s'épuiser. Si on a une conscience professionnelle qui est vraiment élevée, puis par ça, je veux vraiment dire, on veut tous faire un bon travail, on veut tous avoir une bonne éthique de travail, mais on ne peut pas contrôler tous les facteurs qui sont présents dans le travail. Donc, par exemple, si on crée un projet puis que le client finalement n'est pas intéressé à ce projet-là, ben on peut pas s'en vouloir pour ça. On peut pas prendre la responsabilité pour des choses qui sont vraiment hors de notre contrôle. Donc, si on a vraiment fait notre part, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Il faut aussi savoir comment déléguer et travailler en équipe. Donc, le travail d'équipe, c'est tellement important. Encore une fois, on parle des ressources qu'on a, donc notre temps, notre énergie, c'est important de l'utiliser dans les bonnes places. Et le travail d'équipe, c'est essentiel pour le faire.
Pour les personnes avec le type de personnalité A, donc là, on va constater quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'autocritique, qui est vraiment déterminé avec ils ont des objectifs en tête, mais ils ne ressentent pas ce sentiment d'accomplissement ou de joie dans leur accomplissement. Ils ont toujours ce sentiment d'urgence. Ils essayent vraiment toujours de faire énormément de choses. Et donc, encore une fois, on voit que le temps puis l'énergie, c'est quelque chose qui devient dangereux là-dedans. Et pour ceux qui ont des stratégies d'adaptation inadéquates ou maladaptives, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Quelqu'un qui va chercher à s'engourdir ou à éviter des problèmes à la place d'y faire face ou de trouver des stratégies pour vraiment gérer ses émotions et évacuer ces émotions-là. Donc, pour les 4 phases de l'épuisement, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est quand même aussi très intéressant parce que on ne devient pas épuisé d'un jour à l'autre. Ça, c'est une progression qui peut être quand même longue et on ne se rend pas compte nécessairement que ça se passe. Donc, ça va se créer au fil du temps. Et ce qui est important à retenir, c'est vraiment que l'intervention est possible à n'importe quelle phase. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on est à la 3e phase qu'on peut pas intervenir, on peut toujours intervenir. Donc, c'est important de reconnaître le processus d'épuisement comme un processus de dépersonnalisation. On a l'impression qu'on se perd un peu là-dedans pour une période de temps. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment inconfortable, puis c'est difficile à vivre. Donc, c'est important de demander de l'aide si on se voit dans ces phases-là. Donc, pour la première phase, qu'on regarde, ça va être caractérisé vraiment par l'épuisement physique, mental et émotionnel. Puis, à ce stade-là, on va quand même avoir un peu de contrôle. On va pouvoir finir notre journée, mais à la fin de la journée, on va rentrer dans la cuisine, on va aller se chercher des crèmes glacées ou des cochonneries, puis on va aller s'asseoir sur le sofa, puis on va regarder Netflix pour le reste de la soirée parce qu'on a juste plus d'énergie. Et donc, en général, tu sais, dans la première phase, on commence à avoir des changements dans notre façon de travailler. Donc, en général, on est quelqu'un qui aime quand même notre travail, on est impliqué là-dedans. Mais là, on voit que on n'est pas aussi fier de notre travail. On recherche maintenant des raccourcis et ça commence à toucher à notre estime de soi. Et il peut y avoir même des sentiments de culpabilité là-dedans. On va également constater peut-être du brouillard cérébral qui se développe, accompagné d'un manque d'énergie et d'un sentiment vraiment d'épuisement, donc de fatigue intense. Et si les niveaux de stress continuent sans relâche, là, on va peut-être passer à la 2e phase. Donc, la 2e phase, c'est vraiment caractérisé par la honte et le doute. Donc, dans ce stade-là, peut-être votre superviseur, votre gestionnaire va vous demander de prendre un autre projet, de commencer un autre projet ou s'impliquer dans d'autres tâches. Et vous voulez dire oui, mais en dedans de vous, il y a quand même une petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Donc, vous commencez à douter de vos capacités. Vous commencez quand même à voir qu'il y a quelque chose qui est un peu différent. Vous regardez le futur avec un peu plus d'incertitude et vous vous demandez si les autres, si votre famille, si votre gestionnaire, si vos collègues commencent à avoir ces changements. Donc, vous essayez vraiment de projeter une image que tout va bien, que tout est normal, mais en dedans de vous, vous constatez des changements, mais vous agissez pas nécessairement en conséquence. Puis dans la 3e phase, c'est là où on va avoir du cynicisme et une insensibilité. Donc, on va devenir un peu... on va changer dans nos relations avec nos collègues et avec notre entourage. Et donc, en réponse à ce sentiment prolongé d'incertitude, de fragilité ou de vulnérabilité, certaines personnes vont se dire, ben il n'y a rien d'autre à faire que de se protéger, d'avoir une attitude où les gens, tu sais, ils vont pas me questionner, ils vont pas venir vers moi.
Et donc, ils commencent à avoir une attitude qui est vraiment désagréable. Donc, les gens vont commencer à les éviter. Et donc, cet extérieur dur, on va dire, ça va être efficace pour une période vraiment très courte, puis après, ça va être vraiment difficile à continuer comme ça. Puis c'est une stratégie qui est quand même autodestructrice. Et donc, là, je pense que c'est important de mentionner le fait que des fois, on pense que pour faire partie d'une équipe, on doit vraiment se sacrifier, puis sacrifier notre bien-être parce que tout le monde souffre. Mais ce qui est important à voir, c'est que mettre des limites, c'est pas une question c'est pas une mauvaise chose à faire, c'est pas un défaut. Avoir besoin des moments pour vous, c'est pas un défaut. Donc, même si vous voulez commencer un nouveau projet, c'est une question de dire j'aimerais bien m'impliquer dans ce nouveau projet, mais j'ai déjà énormément de tâches, donc peut-être on peut voir ensemble les tâches que j'ai, puis voir s'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre une de ces tâches-là pour me libérer. Donc, trouver un peu de compromis, puis se rendre compte que les limites, c'est pas une question, d'incapacité, et ça veut pas dire que vous avez besoin de sacrifier votre santé et votre intégrité. Donc, fixer des limites réalistes, c'est pas une réflexion négative sur votre éthique de travail ou votre capacité à faire un effort supplémentaire. Donc, sans limite, c'est juste impossible de continuer comme ça à un point, on va s'épuiser. Donc, si le stress continue sans relâche, encore une fois, là, on va passer à la 4e phase. Et donc, dans cette phase finale, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas si on reste, on ne sait pas si on quitte, on est un peu perdu. Puis là, on voit que même des choses que d'habitude qui ne nous dérangent pas commencent à nous déranger beaucoup plus, des petits commentaires qu'en général, on n'y pense pas, commencent à nous affecter. On a peut-être même des traumatismes ou des choses qui se sont passées dans le passé qui reviennent nous blesser. Donc, on est beaucoup plus fragilisé. Et donc, ça, c'est un moment qui est vraiment difficile à vivre. C'est quelque chose qui encore une fois, c'est comme une dépersonnalisation. Et donc, c'est vraiment un état qui n'est pas confortable, puis je vois énormément de difficultés à accepter dans les patients qui vivent un épuisement professionnel et qui sont dans la 4e phase. C'est difficile à accepter ce qu'ils ressentent. Donc, c'est important, comme j'ai dit, d'intervenir à n'importe quel moment, n'importe quelle phase. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment détecter l'épuisement professionnel ou des autres problématiques de santé mentale? Donc, ce qui est important ici, c'est pas de s'auto-diagnostiquer avec un épuisement professionnel ou avec d'autres maladies mentales ou problèmes de santé mentale. C'est vraiment de pouvoir mieux comprendre l'épuisement professionnel ainsi que les symptômes qui sont associés avec. Et ces symptômes-là peuvent être partagés avec d'autres problématiques de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, etc. Donc, c'est important de ne pas s'auto-diagnostiquer et d'aller voir vraiment un professionnel de la santé mentale pour avoir une évaluation. Comme ça, on peut s'assurer que le traitement va être ce qu'il vous faut vraiment. Mais donc, si on fait attention aux changements, on va peut-être voir plus d'absence, plus de retard, une diminution de productivité ou de motivation, un manque de collaboration, des pleurs, des problèmes interpersonnels. On va peut-être aussi constater au niveau cognitif une baisse de concentration, une difficulté à prendre des décisions et des erreurs fréquentes. Puis au niveau physique, on va avoir de la fatigue, des troubles de sommeil, une perte ou gain de poids, donc sans régime, c'est pas intentionnel. On va avoir des maux de tête ou de dos, des douleurs musculaires, des palpitations cardiaques. Puis au niveau psychologique, on va avoir de la tristesse, le fait de sembler vraiment perdu ou dépassé par les événements, l'agressivité ou l'irritabilité, l'apathie peuvent faire partie aussi. Puis, on va peut-être constater un désintérêt ou un désengagement et ça va peut-être aussi toucher l'estime de soi.
Donc, ça, c'est des changements qu'il faut garder en tête. Donc, si vous voyez dans ces changements-là, vous voyez qu'il y a un changement dans vos comportements, bien, ça serait une bonne idée de consulter pour en discuter un peu plus. Donc, je pense que quand on parle de l'épuisement professionnel, c'est quand même important de toucher très brièvement sur la dépression. Donc, je vais vous laisser regarder un peu les symptômes de dépression, mais je vais juste vous donner la définition. Donc, la dépression, c'est un trouble psychique caractérisé par une perturbation de l'humeur et accompagné de divers symptômes physiques et psychiques. Donc, la dépression, c'est quelque chose qui partage quand même certains symptômes avec le burn-out, avec l'épuisement professionnel. Donc, là, on va regarder. Donc, les symptômes qu'ils ont en commun, c'est vraiment le fait d'être très fatigué, le changement d'humeur, donc une humeur basse, ainsi qu'une productivité réduite. Donc, ça, c'est des symptômes que l'épuisement professionnel et la dépression ont en commun. Mais ce qui est important, une différence qui est très, très importante, c'est le fait qu'ils sont traités différemment. Donc, le traitement est différent pour chaque problématique. Donc, pour un épuisement professionnel, le fait de prendre des vacances ou de faire un arrêt de travail, d'être en arrêt de travail, c'est quelque chose qui peut aider énormément. Mais pour une personne qui vit une dépression, ça va probablement pas aider leur situation. Ils vont probablement avoir besoin de voir un médecin pour de la médication ou voir un psychologue ou un thérapeute pour faire de la psychothérapie pour les aider à gérer leurs symptômes. Donc, ça, c'est une autre raison que c'est très important de ne pas s'autodiagnostiquer. Puis, il faut aussi savoir qu'il y a certaines caractéristiques de l'épuisement professionnel qui sont très spécifiques. Donc, la perception négative qui existe avec l'épuisement professionnel, ce changement de perspective et d'attitude, c'est vraiment relié au travail puis des problèmes de travail. Tandis que dans une dépression, c'est vraiment cette perspective et ces sentiments et réactions négatives, c'est vraiment envers tout. Donc, c'est quand même une différence que je pense qui est très important à mentionner. Donc, maintenant qu'on comprend quand même bien l'épuisement professionnel, le stress, les phases, les symptômes, on va discuter de comment on peut éviter l'épuisement professionnel. Donc, on veut vraiment vous outiller aujourd'hui. Donc, il faut se demander qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire? Donc, on va parler du cercle de préoccupation versus le cercle de contrôle. Donc, le cercle de préoccupation, donc le cercle noir, c'est des choses qui nous inquiètent, mais sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Donc là, on va parler du trafic, de la météo, des nouvelles, des opinions des autres, des médias sociaux, excusez-moi, puis de la COVID-19. Et donc, dans le petit cercle blanc, là, on a le cercle de contrôle. Donc, c'est des choses qui nous préoccupent et sur lesquelles nous pouvons exercer un contrôle. Donc, c'est nos pensées, nos actions, nos réactions, nos attitudes, nos valeurs, notre éthique de travail, nos compétences, puis nos stratégies d'adaptation. Donc, on veut toujours être proactive. On veut être des personnes proactives à la place des personnes réactives. Donc, la différence, c'est que des personnes réactives, ils ont un grand cercle de préoccupation. Donc, ils se préoccupent énormément des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, mais ils ont un petit cercle de contrôle. Donc, ils se concentrent pas sur qu'est-ce qu'ils peuvent changer en réalité. Donc, ils perdent énormément de temps et d'énergie à réagir à des problèmes sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Donc, ils sont plus susceptibles d'être stressés. Pour les personnes qui sont proactives, ils ont un petit cercle de préoccupation. Donc, c'est là, ils sont vraiment conscients de ça, mais ils ont un grand cercle de contrôle. Donc, ils consacrent leur temps et leur énergie à résoudre les problèmes qui sont sous leur contrôle, donc des choses auxquelles ils peuvent vraiment créer une différence. Ils ont de l'influence là-dessus. Donc, dans chaque situation, je vous encourage vraiment de vous demander des questions par rapport à qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez contrôler par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez contrôler la façon que vous parlez de ce sujet, que vous réagissez par rapport à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des changements que vous pouvez apporter qui va rendre la vie un peu plus facile pour vous ou pour les autres
ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour simplement abandonner un peu cette préoccupation ou ces inquiétudes-là et passer à autre chose? Donc, je vais vous donner l'exemple de la fatigue des vidéoconférences. Donc, on a vu très brièvement la diapositive, mais j'aimerais prendre ce sujet-là pour notre exemple. Donc, le fait de faire des meetings back-à-back sur Zoom, c'est quelque chose qui peut devenir très fatigant parce qu'on est toujours en train de performer. C'est comme si on fait une performance sur Zoom. Donc, on est vraiment hyper sensible aux perceptions des autres. On peut se voir à la journée longue. Tout le monde peut nous voir, il voit chacun de nos mouvements. Puis c'est plus difficile aussi de comprendre le langage corporel de l'autre personne à travers Zoom ou de se faire comprendre. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont plus difficiles avec Zoom. Bien évidemment, il y a aussi tous les distractions, puis les erreurs techniques qui s'ajoutent, etc. Donc, dans cette situation, bien évidemment, on peut se dire, ben, j'aimerais mieux être dans le bureau, j'aimerais mieux être avec mes collègues, je ne veux pas faire de Zoom, etc. Et donc, on peut se concentrer sur le négatif. Mais là, je vous encourage, puis je vous fais un challenge de vous dire, ben, qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? Je ne peux pas contrôler la COVID, puis les mesures qui sont en place, mais je peux quand même contrôler la façon que je vais utiliser ce programme. Puis peut-être on peut faire des petits changements pour faciliter notre utilisation de Zoom, par exemple. Donc, on va planifier des jours où on a des réunions et d'autres jours où on n'a aucune réunion. Comme ça, on se donne une pause. On va peut-être enlever la vue de soi. On peut aussi faire des techniques d'ancrage avant les meetings Zoom, donc vraiment pour aider de nous aider à rester dans le ici et maintenant, dans le moment présent. Donc, ça peut être quelque chose vraiment aussi simple que écouter une petite musique. Ça peut être aussi le fait de mettre de la crème sur nos mains. Donc, ça nous connecte vraiment avec nos sensations, ce qui va nous ancrer dans le moment présent. Donc, des petites choses comme ça. On peut aussi commencer chaque réunion avec une petite question ou une réflexion intéressante à partager avec le groupe, puis essayer de promouvoir beaucoup plus de discussions. Puis si une réunion n'est pas nécessaire, puis c'est par exemple pour mettre à jour tout le monde par rapport à un projet, ben c'est vraiment d'enregistrer peut-être la mise à jour, puis de le partager après. Comme ça, vous n'avez pas à le faire vraiment live, on va dire. Donc ça, c'est des petites stratégies que vous pouvez essayer d'intégrer pour mieux vivre cette situation, puis vous reprenez un peu de ce contrôle-là. Donc, je vous encourage de le faire avec d'autres aspects que vous trouvez qui sont hors de votre contrôle, puis d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez contrôler. Donc, c'est clair, on a parlé tellement du stress, on va aussi parler de la gestion du stress, donc des stratégies qui sont efficaces pour vous aider là-dedans. Donc, le fait de prendre du temps pour vos amis et pour votre famille, je pense que c'est quelque chose qui est très important. On doit maintenir notre réseau social. Donc, c'est une question de trouver des alternatives pour rester en contact avec ces personnes-là. La joie, c'est vraiment un antidote pour le stress puis l'anxiété. Donc, notre famille puis nos amis nous procurent énormément de joie. Donc, c'est important d'utiliser cette ressource-là. Je vous encourage aussi de faire de la méditation. La méditation, ça peut être une très bonne stratégie. Ça nous aide à mieux comprendre nos sentiments, nos sensations, d'être plus à l'aise aussi avec des sentiments ou des émotions qui sont plus inconfortables, comme la peur, la solitude, etc. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant à incorporer peut-être la nuit avant d'aller se coucher ou même pour faire la coupure psychologique après le travail. On peut également faire des exercices de visualisation. Donc, des exercices de visualisation de succès, ça peut être quelque chose qui est très important. Donc, vraiment faire les étapes d'une tâche dans notre tête, puis visualiser qu'on va le faire avec succès. Donc, le fait de faire ça, il y a des études qui montrent que le fait de faire ça dans notre tête, de visualiser le succès, c'est quelque chose qui peut énormément nous aider à le faire en vraie vie.
On veut aussi remplacer le café par des alternatives qui sont plus saines, donc comme une thé à la camomille ou d'autres produits naturels, des choses qui vont nous donner moins d'hormones de stress, parce que le café va donner quand même de la cortisol, qui est une hormone de stress. On veut faire de l'exercice physique, donc on connaît quand même assez bien le fait, les avantages pour le corps, pour la santé physique, mais l'exercice physique, c'est très bon aussi pour la santé mentale. Ça nous aide à évacuer de la frustration, des émotions qui s'accumulent. Donc, ça peut être une très, très bonne chose. Puis, finalement, je vous encourage aussi de lire, parce que lire, ça prend énormément de notre énergie mentale, donc, mais ça nous rend plus créatifs, ça utilise notre imagination, puis ça aide au corps de se détendre. Donc, ça peut être quelque chose aussi à intégrer en soirée pour se détendre avant d'aller se coucher. Pour la gestion du temps, on a des recommandations. Donc, le fait de se concentrer sur les priorités, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, de se demander qu'est-ce qui doit être fait et quand. Donc, pas attendre que les choses deviennent vraiment très urgentes, mais de les prioriser de la bonne façon, puis de revoir un peu les priorités à chaque jour. De faire la tâche la plus difficile en premier. Des fois, on a tendance à se dire, ben, je vais le faire en dernier, je vais le laisser en dernier, je vais faire d'autres choses avant. Mais le fait de faire la tâche la plus difficile en premier, ça va nous donner comme un petit boost de confiance. On va se sentir très productif, puis on finit avec ce stress. On a le reste de la journée à faire les autres choses qu'on a besoin de faire. Ça serait important aussi de mettre en œuvre une heure de productivité quotidienne. Donc, si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'interruptions, il y a beaucoup de distractions quand vous essayez de faire votre travail et que vous avez vraiment besoin d'un moment où vous n'avez aucune distraction, ça va être important de, par exemple, désactiver les notifications, mettre le téléphone sur un mode silencieux, des choses comme ça pour prendre contrôle de la technologie, puis apprendre à nos collègues de travail que dans certains moments, pendant certains moments, on n'est pas accessible, on a besoin de ce temps-là pour vraiment compléter des tâches importantes. Puis au fur et à mesure, ils vont s'habituer. Et ça serait très important aussi de déléguer, donc de sélectionner la bonne personne pour faire une tâche, de partager les informations nécessaires, puis de faire le suivi pour s'assurer que ça se fait de la bonne façon. Mais ça nous aide à mettre notre temps et notre énergie sur d'autres tâches qu'on peut vraiment accomplir, qui sont une meilleure utilisation de notre temps. Il faut créer un système de liste de tâches. Donc, ce n'est pas juste une liste de tâches à accomplir, c'est vraiment un système. Donc, c'est au lieu d'avoir, disons, 10 post-it un peu partout, 10 listes de choses à faire un peu partout, éparpillées sur le bureau, ça va être mieux d'avoir une liste qui va être qu'on va constamment mettre à jour. Donc, tous les jours, on va prendre un moment pour dire, OK, j'ai pu accomplir ces tâches-là, puis de prendre le moment vraiment de cocher ces cases-là pour renforcer notre confiance. Puis en même temps, pour décider à la fin de chaque journée, qu'est-ce que je vais me concentrer pour demain? C'est quoi mes priorités pour le lendemain? Et finalement, on veut éviter le perfectionnisme parce que ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc, il faut savoir où mettre son temps. Donc, si vous avez ces symptômes, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? La première chose que vous voulez faire, c'est de vous écouter. Donc, d'agir dès les premiers signes, donc ne pas attendre trop longtemps, de rester vraiment attentif à vos sentiments et à vos émotions et à vos réactions et de vous donner la permission d'exprimer ce que vous ressentez, que ça soit à une personne de confiance, donc une amie, un ami ou des collègues ou quelqu'un de votre famille, ou de les exprimer par le moyen d'écriture ou dans l'activité physique ou dans d'autres moyens. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment vous allez évacuer et exprimer ces émotions-là. Il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est important de prendre des moments pour gérer ces émotions-là. Il faut accepter aussi de se faire aider. Donc, de se rendre compte que vous n'êtes pas seul vivant une période difficile et
que vous n'êtes pas faible. Ça ne vous rend pas une personne faible si vous demandez de l'aide. C'est vraiment au contraire, ça demande énormément de courage. Donc, il ne faut pas s'en vouloir pour se sentir de cette façon. Il faut vraiment demander de l'aide parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il faut nommer ses limites, donc les identifier en s'écoutant, en écoutant notre corps, les nommer, de dire non, je ne peux pas faire ça. Donnez-vous la permission, puis de les défendre aussi, de dire non, j'ai besoin de défendre cette limite-là pour me protéger. Il faut déléguer, il faut accepter de se faire aider dans vos tâches, que ce soit au travail ou même à la maison. Donc, donner plus de tâches à vos enfants, discuter avec votre partenaire par rapport aux responsabilités à la maison pour partager ce fardeau-là. Il ne faut pas s'isoler ou arrêter de faire les activités qui vous font du bien. Il faut vraiment ajuster vos activités à la réalité pandémique. Puis, il faut maintenir des bonnes habitudes de vie et un bon équilibre travail-vie aussi. Donc, s'assurer qu'on mange bien, qu'on a une alimentation qui est équilibrée, qu'on évite les stimulants, qu'on limite quand même la consommation d'alcool et de drogue. Et qu'on a des temps pour se détendre, on a des moments pour nous et on a des moments pour le travail. Il faut s'accorder également des petits plaisirs. Donc, ça peut être un petit verre de vin ou une bière, ou ça peut être un morceau de chocolat. Pour chaque personne, ça va être quelque chose de différent, mais il faut se permettre ces petits moments-là, ces petits plaisirs-là avec modération. Et il faut se rappeler des stratégies gagnantes que vous avez utilisées par le passé pour traverser des périodes difficiles dans votre vie et miser toujours sur vos forces. Donc, si auparavant, vous avez utilisé le fait de tenir un journal pour vous aider à faire du sens à mettre du sens à tout ce que vous vivez, ben c'est une question de reprendre cette habitude-là puis d'écrire dans un journal, que ça soit tous les jours ou tous les 2 jours, pour écrire un peu ce que vous vivez et évacuer un peu ces émotions-là. Si vos symptômes découlent d'une situation particulière, par exemple un conflit avec un collègue, il faut adresser la situation avec la personne ou l'organisation responsable de cette situation. Donc, c'est peut-être avec votre gestionnaire, peut-être avec le département des ressources humaines, mais c'est important d'éviter que cette situation va se dégénérer avant de prendre action. Il faut prendre action quand même assez vite parce ce qu'on va peut-être constater, c'est que si la situation, si les symptômes ressortent d'une situation problématique comme un conflit et que ce conflit est résolu, bien là, on va voir que les symptômes aussi vont disparaître. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête. Il faut utiliser les ressources qui sont disponibles, les ressources qui offrent de l'écoute et du soutien par téléphone ou en ligne et de consulter des professionnels qu'on en a besoin. Donc, que ce soit votre médecin de famille, une clinique sans rendez-vous, des psychologues, des travailleurs sociaux, dialogue, votre PAE, puis la liste continue. Il y a quand même beaucoup de ressources qui sont disponibles. Donc, si vos collègues ou vos employés montrent des signes d'épuisement, il faut adresser la situation aussi. Donc, avec vos collègues, il faut être attentif aux signes d'épuisement chez les autres. Il faut demander comment ça va. Donc, juste le fait de demander comment ça va, ça va peut-être les inviter à vous faire confiance et à vous dire qu'est-ce qu'ils vivent en réalité. Puis, c'est à vous d'exprimer vos inquiétudes et les faits sur lesquels elles se basent. Donc, vraiment sans jugement et avec énormément d'empathie, puis vous offrez du support, mais tout en respectant vos limites. Donc, vous n'allez pas jouer le rôle de thérapeute, vous voulez vraiment référer la personne aux ressources disponibles. Et donc, j'aimerais juste ajouter que pour les employés, donc si vous voulez adresser une situation avec les employés, il y a plusieurs étapes à prendre. Donc, la première chose que vous voulez faire, vous voulez noter les changements que vous voyez. Donc, quand on a vu les 2 diapositives qui parlaient de comment détecter, donc notez ces changements que vous voyez par rapport à leur humeur, leur performance au travail, etc. Vous voulez prendre rendez-vous et s'assurer que vous avez assez de temps pour le faire. Puis, une fois que vous êtes vraiment en train de faire cette intervention-là, vous voulez nommer les changements que vous voyez,
puis vous voulez nommer les faits qui sont observables, puis laisser la personne parler. Vous voulez vraiment favoriser l'écoute active, donc demander des questions pour mieux comprendre, reformuler ce que l'autre personne vous dit pour mieux comprendre les besoins de cette personne-là, de l'employé, puis leur donner assez de temps pour s'exprimer. Il ne faut pas essayer de remplir les silences. Parfois, on a besoin de ces silences pour s'ouvrir, pour vraiment ventiler ce qu'on a sur notre cœur, puis s'ouvrir à de l'aide. Puis, il faut absolument avoir les ressources qui sont disponibles en main pour pouvoir les partager avec l'employé aussi, puis faire les suivis aux besoins. Donc, il faut avoir un plan d'action avec cette personne-là, des changements qui vont être là pour adresser la situation. Si la personne doit aller en arrêt de travail, ben, c'est de s'assurer que vous informez l'équipe que la personne ne va pas être là pour une période indéterminée ou pour 2 mois ou 2 semaines, le temps que ça prend, puis de ne pas partager de détails personnels. Mais et quand la personne est en arrêt aussi, si vous allez faire un suivi avec cette personne-là, si vous allez les appeler ou les contacter, ça va être important de mettre aucune pression pour retourner au travail. C'est vraiment de leur laisser la chance de se rétablir et juste demander s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider leur rétablissement. Mais sinon, c'est vraiment de leur laisser le temps puis de s'arranger avec l'équipe que vous avez. Puis une fois qu'ils sont prêts à retourner, c'est de revoir le retour, s'assurer qu'ils ont les bonnes ressources, les bonnes stratégies pour pouvoir faire face au stress qu'ils vont vivre à leur retour, puis de reconnaître aussi le fait qu'ils sont revenus parce que c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire, donc c'est important de prendre un moment de reconnaître cet effort-là. Donc finalement, pour les ressources, ce que Dialogue offre. Donc, pour nos professionnels, on a une équipe quand même qui est vraiment remplie de professionnels. Donc, on a des médecins et des infirmières pour la santé physique et la santé mentale. On a des psychologues et des psychothérapeutes ainsi que des thérapeutes. Donc, les 3 vont faire de la thérapie, puis le nombre de sessions est déterminé par le ou la professionnelle, dépendamment des besoins, des objectifs. On a des spécialistes en santé mentale comme moi-même. Donc, nous, on fait vraiment de l'accompagnement, du coaching. Puis, encore une fois, le nombre de sessions est déterminé par le ou la professionnelle. Et on a des gestionnaires de la qualité et de l'expérience client. On a d'autres professionnels qui sont disponibles avec frais, comme des ergothérapeutes et des nutritionnistes. Donc, ça, c'est un programme qu'on offre. Si vous avez notre PAE, vous avez aussi du coaching pour les gestionnaires qui se fait avec les spécialistes en santé mentale. Il y a de l'accompagnement, donc encore une fois, du coaching pour la famille et les couples. Encore une fois, les nombres de sessions sont déterminés en fonction des besoins. On a des avocats, des conseillers en carrière et des conseillers financiers aussi. Donc, ça, c'est pour le PAE. Et donc, vous pouvez aller sur l'application pour voir les possibles motifs de consultation. Vous pouvez essayer vous-même, puis on va vous référer vers les bonnes ressources où on va vous expliquer en plus de détails les services auxquels vous avez accès, puis comment ça fonctionne. Ça va nous faire plaisir de le faire. Donc, il existe d'autres ressources qui sont disponibles aussi au Québec. Qui sont disponibles pour la dépression, pour les troubles anxieux, des lignes d'aide et d'écoute, des ressources pour les crises suicidaires et des suivis psychologiques et paramédicaux. Donc, vous pouvez regarder un peu les différentes ressources comme Revivre, les lignes d'écoute du Grand Montréal, Suicide Action Montréal. Puis, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, c'est vraiment quelques ressources qui pourraient vous aider. Mais à Dialogue, ce qu'on veut faire, c'est vraiment la navigation, donc trouver les bonnes ressources appropriées selon votre situation et dans votre région. Donc, on a aussi plus de ressources médicales, d'autres ressources pour la santé mentale, comme Info Social, les CLSC, les hôpitaux, des organismes communautaires.
Dans les autres provinces, donc à l'extérieur du Québec, il existe aussi beaucoup de ressources. Donc, Service de crise Canada, l'Association canadienne pour la santé mentale, le 211 pour voir les programmes communautaires qui sont disponibles dans votre secteur, le 811 pour avoir des informations sur la santé. Pour les populations indigènes, il y a aussi ligne d'assistance Hope for Wellness ainsi que ligne d'assistance Talk for Healing qui peuvent être des options importantes. Et si on regarde les autres ressources qui sont possibles en Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Manitoba et Ontario, on va voir qu'il y a quand même des lignes d'écoute, des lignes de crise. Puis dans ces lignes d'écoute et ces lignes de crise, on va premièrement vous écouter pour mieux comprendre la situation. On va pouvoir vous référer vers les bonnes ressources. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça peut être un service de première ligne qui vaut la peine d'essayer. Donc, je vous remercie énormément de votre participation. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose sur l'épuisement professionnel, qu'on a pu répondre à vos questions. Puis, si vous avez d'autres questions concernant votre accès à Dialogue, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter au support à commercialdialogue.co. Puis, ça va nous faire plaisir de vous reparler. Merci beaucoup encore une fois.